insister en plus pour dire que lorsqu'on parle de l'État, ce n'est pas de fiction comme l'a bien soutenu Simon. On ne définit pas l'État par rapport aux 3 éléments qu'on nous a toujours donnés dans le cours de droit constitutionnel. Ça, ce sont des fictions juridiques. Il faut aller, pour parler de l'État, il faut rentrer dans la réalité. Mais qu'est-ce que tu voudrais dire très succinctement, Joyce Kalinga? Très succinctement, Maître Manzolo nous dira pourquoi lui l'a affirmé en 2007, déjà dans son ouvrage. Ça veut dire que même à la première question, tu n'as pas répondu. Prise de conscience collective. La prise de conscience, il faudrait d'abord commencer par savoir qui sommes-nous, où voulons-nous. Merci Joyce Kalinga. Je vais prendre Joyce Kaiwa. Joyce. Merci Nathalie, bien qu'en retard, tu as été un peu injuste. L'essentiel que tu m'as donné la parole. Je ne suis pas injuste, j'accorde la parole à tout le monde. Merci. Pour la première question, je pense que pour la prise de conscience, je rejoins la JOS. Il faut d'abord se poser, donc il faut une remise en question. Qu'on se demande qui sommes-nous? Ce que nous voulons faire, c'est quoi pour reconstruire le pays? Qu'est-ce que nous voulons atteindre au juste? Et la prise de conscience, moi je vois ça trop compliqué. Prendre un monsieur de 40 ans, grandi déjà, sans des bonnes manières, c'est un peu compliqué. Mais déjà, avec la nouvelle citoyenneté, le bas âge, les petits-enfants déjà à l'école, on peut leur inculquer déjà de valeurs, l'esprit patriotique. Oui, et pour la des valeurs qu'on va inculquer aux enfants qui sont tout petits, mais est-ce que ce n'est pas en ce moment-là que pourra intervenir cet homme providentiel, ces leaders éclairés qui a une influence sur l'ensemble de la société? Pour l'homme providentiel, l'homme providentiel ne peut sortir que de la population. L'homme providentiel ne tombera pas du ciel, madame. L'homme providentiel ne sortira que de la population. Et c'est de la population consciente là, c'est de la population bien informée, bien formée. Merci, Joyce, merci Joyce. Maître, oui, très rapidement, Joyce, s'il te plaît. L'homme providentiel est une fiction. Parce que je conçois mal cet homme providentiel qui viendra. J'ai lu quelque part une définition où on me dit que l'homme providentiel est un personnage qui apparaît dans les périodes de crise et qui se présente comme le sauveur ultime, chargé d'une sorte de mission historique ou divine, à savoir résoudre d'un coup de baguette magique tout le problème qui se pose à la société à un moment donné. C'est une fiction. Prenons la réalité sur le terrain en RDC. Quelle est cette personne providentielle qui viendra tout changer? Je pense que la reconstruction ou le développement d'un pays, donc c'est le problème de tout un chacun. Nathalie à sa place, Candide à sa place, on se réunit, on forme un tout. Comme il est dit que ce qui fait la force d'une structure, c'est l'apport des macro-structures à la grande structure. L'homme providentiel seul ne peut jamais rien faire. Cet homme providentiel va sortir de la population. Peut-être parlez-moi d'un bon leader qui sait orienter les autres avec sa vision de choses. Merci, pas cette personne qui peut tout résoudre seule. Oui, non, c'est une fiction. Maître Manzolo, nous parlons même de cet homme providentiel, mais vous avez renvoyé le cogiteur la fois dernière revisiter l'histoire pour bien cerner. Parce que la question que l'on avait posée la semaine dernière, c'est celle de savoir comment est-ce que cet homme providentiel pourrait accéder jusqu'au point de pouvoir diriger. Vous nous avez demandé de revisiter l'histoire, mais l'histoire nous fait savoir que le pouvoir était héréditaire, qu'il y avait certains clans dans certaines contrées qui avaient le pouvoir et qui ne pouvaient que le céder à d'autres. Mais dans ce contexte actuel où l'on parle de la démocratie, où on parle de l'alternance, ne pensez-vous pas que les élections seraient la voie royale pour nous, pour obtenir cet homme providentiel, parce que les cogiteurs disent qu'il ne pourra émaner que de la population? Il ne peut venir que de la population, mais simplement pour revenir d'un pas en arrière. C'est Simon. Joyce. Ne sautez pas de morceaux d'idées pour aller tomber juste une branche. Prenez toutes les branches, vous êtes juriste, il faut prendre les branches les unes après les autres. Si vous remontez à la page de 77-76, vous voyez la construction que je suis en train de faire par rapport à l'origine du droit. À l'origine du droit en RDC. Et depuis la nuit des temps, notamment un travail qui a été fait par M. Solier sur la RDC, par rapport à la construction des États précoloniaux, ou précoloniaux plutôt, et ce qui a été fait jusqu'aujourd'hui. La construction de l'État, que je tire dans un premier temps, je dis, l'âme et l'esprit d'un peuple fondent la nation en regard des éléments que nous avons rencontrés ici, à savoir les souffrances communes avec les mains coupées, tout ça, les conditions inacceptables de l'esclavage dans une grosse partie de la République, les souffrances endurées pendant l'occupation léopoldine, par la suite la Belgique et tout ça, et finalement, pour faire ce que nous a proposé,
qui était un État indépendant pour les marchés internationaux, qui a été modifié en État, qui est un autre État actuel. Il y a une démarche qui a été faite, il y a un processus. La discussion ne consiste pas à pouvoir se placer, c'est créer une autorité en disant moi j'ai. C'est pas comme ça qu'on discute. Je ne pense pas que ça soit. C'est vrai, quand j'avais votre âge, je me disais aussi que j'étais le meilleur dans tout. J'ai élaboré mon raisonnement par rapport à mes titres, mes compétences et tout ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais c'est pas votre faute au fait, parce que nous sommes dans un pays où on ne discute pas. Et quand vous êtes au quartier latin, vous installez face à Sartre, vous contestez Sartre, mais il faut avoir des arguments. Pour contester Deleuze, il faut avoir des arguments. Il ne suffit pas de dire moi je sais. Non, c'est pas comme ça fonctionne. Je passe mon temps à réfléchir pour produire. C'est très délicat, c'est très difficile. Merci, je sais que si vous posez des questions, vous avez besoin de réponses. Si vous voulez parler un peu, je peux vous écouter. Non, pas du tout. Mais j'ai posé une question. Je prends énormément de plaisir. J'ai besoin d'une réponse et les téléspectateurs aussi, je pense. Non, mais je vous dis aussi en même temps, je prends énormément de plaisir à vous entendre discuter. Ça fait plaisir aussi. Mais je peux le faire aussi de l'autre côté. C'est beaucoup plus facile. Mais simplement, si je dois répondre, il faut quand même que je puisse élaborer. Allez-y. Bien. Bon, la question qui est la vôtre, c'est à laquelle je dois répondre absolument. Vous parlez de l'homme providentiel qui viendrait du peuple. Oui, bien sûr, il doit venir du peuple. Mais les processus qu'il amène là-bas, c'est par rapport à sa conception. C'est quoi un homme providentiel au sens que je l'entends dans les textes? C'est quelqu'un qui est nimbé de ce que je viens de dire ici, de la révolution conservatrice qui a été évoquée ici à un moment donné, il connaît, mais il vient du peuple. C'est par les processus établis entre nous qu'on va découvrir, c'est lui. Donc, pour notre cas, ce sera les élections. Mais c'est par les élections qu'il vient, il ne viendra pas par un autre mécanisme. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un vient vous bluffer pour vous dire « moi, je suis l'homme providentiel », mais vous avez aujourd'hui la grille des lectures en tant qu'apprenant au sens de la philosophie de la politique. On ne va plus vous bluffer, vous, à votre niveau aujourd'hui. Ce n'est pas un t-shirt ou une bouteille de bière, tout ça, ou un 500 francs qui fera de vous quelqu'un. On ne va pas corrompre votre esprit pour faire un choix. Vous ferez un choix qui sera lié à votre compréhension de votre environnement immédiat, de vos besoins, de vos orientations, de votre perspective. Ce sont ces éléments-là aujourd'hui. Et ça me fait plaisir. Et je veux la contestation. Et cette contestation vous permet de pouvoir faire des choix qui soient liés à votre propre compréhension, et non à une dictée. Et ça va se faire de soi, en fait, quelque part. Mais l'homme providentiel, c'est aussi une figure de style. Vous pouvez être tous des hommes providentiels ou des femmes providentielles dans une société parce que vous accomplissez des tâches utiles à la société. Et j'ai dit dans les textes à un moment donné, chaque matin quand on se lève, on doit se poser la question, qu'ai-je fait pour la RDC? Et j'accomplis. Exactement. Cette démarche-là, c'est ça la providence. C'est-à-dire si votre papa, par exemple, qui est ministre ou, je ne sais pas, médecin quelque part et tout, qui soutire les médicaments qui étaient destinés à aller gérer un hôpital quelque part, et qui a, à la fin de la chaîne des morts, à qui la faute en ce moment-là? À qui la faute en ce moment? C'est à votre papa. Donc, vous devez l'empêcher de pouvoir le faire. Donc, ce sont ces éléments qu'il faut prendre en considération en permanence. Ça se construit morceau par morceau. Il n'y a pas, comme ça, une volonté globale des choses en un mouvement. C'est chaque parcelle d'activité qu'on fait, qu'on compose, qui fait que notre démarche construit une nation, construit un État, et individuellement, on a cette providence-là quelque part. Et maintenant, il faut déconstruire les textes pour mieux comprendre. C'est un peu ça la démarche que j'essaie de proposer, et jusqu'à ce qu'il puisse y avoir un qui fédère un peu tous ces esprits, toutes ces bonnes volontés et toute cette dimension-là, de sorte à pouvoir avancer. D'accord, merci Maître Manjolo. Aristote, très succinctement, puisque le temps est déjà en train de courir plus vite que nous. Je vais très succinctement. D'ailleurs, quand Maître Manjolo venait d'évoquer la construction de l'État, là je suis en train de rentrer beaucoup plus à ce que nous sommes convenus dernièrement que nous devions aussi revisiter l'histoire. Là nous sommes d'accord. Mais il y a un principe qui nous met du bon côté de l'histoire parce qu'il y a un bon nombre de gens qui le partagent. Les droits du peuple de disposer de lui-même. Ça, c'est même un des principes sacro-saints du système des Nations Unies. Il y a l'OCDE, parce qu'en amont, au début de l'émission, j'avais parlé de, n'est-ce pas, du contrat social. Et l'OCDE, hein, Maître Manjolo, là, je parle sous son contrôle, c'est dans le cadre des organismes internationaux, qui est, n'est-ce pas, les patrons des activités de la République au niveau de la SADC et puis du COMESA, qui pourra peut-être ajouter quelque chose. Le contrat social, n'est-ce pas, dans le cadre de la résilience, nous rejoint toujours, n'est-ce pas, le principe du droit du peuple de disposer d'eux-mêmes. Raison pour laquelle moi je pense, au lieu de tergiverser dans les discussions politiciennes, et nous devrons beaucoup plus se concentrer à l'essentiel, qui est par exemple le sort de la population, le développement, pour que la question du développement ne devienne pas un refuge de doute. À ce moment-là, nous devons rentrer, n'est-ce pas, dans notre identité.
hein, ce qui fera, n'est-ce pas, Là, notre... Aristote, tu interviens. La question que nous avons posée, c'est celle de savoir si les élections n'étaient pas la voie royale. C'est ça dans ce sens-là, parce que les élections appellent la population. Parce que les élections, ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça, oui. Le peuple doit disposer de lui-même, il a le droit d'agir. Oui, mais qui va voter, c'est la population, bien sûr. Raison pour laquelle, dans ces moments-là, lorsque nous connaissons exactement les préoccupations profondes de notre société, on n'échappe pas en allant au-delà du prisme, n'est-ce pas, de nos normes et pratiques. On verra bien que nous allons connaître notre population. Pourquoi? Parce que nous allons maîtriser les logiques, les objectifs et les besoins de cette population-là et on va répondre à bon escient. Merci Aristote. Simon Niakou. J'interviens. Je ne dirais pas que je suis contre ce que Maître Manjolo vient de dire, mais je dirais c'est tout par rapport simplement à la question et entrer avec les élections. Avec les élections et l'homme providentiel. Mais je veux le pousser quand même à mettre un peu de l'eau dans son vin. D'abord, notre démarche ici n'est pas de poser des questions. Nous sommes bien dans Cogito et nous venons pour cogitare, donc pour réfléchir, pour penser. Et donc, qu'il nous permette, en tout cas qu'il souffre, que nos pensées quelquefois aillent à l'encontre de son ouvrage et à l'encontre de sa pensée à lui. Dire que nous sommes dans un pays où il n'y a pas vraiment, où nous ne discutons pas beaucoup, je pense que c'est tout le contraire de Cogito parce que nous venons ici pour discuter. Et dans cette discussion, puisque nous devons parler de l'homme providentiel par rapport aux élections, moi je pense que l'homme providentiel ne peut sortir que lorsque l'on est face à un peuple providentiel. Pourquoi est-ce que je dis ça? Déjà que le Congo a beaucoup souffert parce qu'on a toujours été à l'attente de cet homme providentiel, de ce faiseur de miracles qui viendra tout résoudre. Ce qui n'est pas vrai. On peut parler des élections, mais le peuple qui doit voter pour pouvoir faire le bon choix, il doit d'abord lui-même savoir ce qu'il veut. Je pense que l'effort ne serait pas de produire cet homme providentiel, mais également de forger le peuple. Parce que lorsque le peuple sait ce qu'il veut, on sait pour qui voter. Lorsque vous êtes... Prenons l'exemple de la société congolaise aujourd'hui. Qui prenons-nous pour modèle? Et donc, à cette allure, nous pourrons organiser autant d'élections que nous voulons. Nous choisirons l'homme selon notre modèle, selon notre pensée. Et ce modèle-là n'est pas forcément le meilleur que nous puissions avoir. Donc moi, je pense que nous devons d'abord commencer par forger le peuple congolais. Comment est-ce qu'il doit voir les choses? Essayez de voir un peu dans l'histoire des chefs d'État français, en tout cas avant Sarkozy, presque tous semblaient se ressembler. En tout cas, des profils qui se ressemblent. Vous regardez les chefs d'État américains, ils ont des profils pratiquement pareils. Ça veut dire que la société américaine a un modèle de président auquel il aspire. Quand vous voyez la société française, elle a un modèle de président auquel elle aspire. Et nous également, le peuple congolais, quel est le modèle de président auquel nous aspirons? Qui est le modèle aujourd'hui de la jeunesse congolaise? Est-ce que c'est Maître Manjolo en tant qu'auteur? Est-ce que c'est Fally Ipupa en tant que chanteur? Est-ce que c'est telle personne en tant que footballeur? Quel est le modèle du peuple congolais? Je pense que c'est à ce niveau-là que nous devons commencer. Parce que les hommes bons, dans ce pays, il y en a beaucoup. Mais le peuple, j'estime, qui n'est pas encore assez regardant pour pouvoir tourner le regard vers celui qu'il faut. Nous tournons encore le regard vers ce qui brille au lieu de tourner le regard vers le vrai or. Merci Simon Niakou. La population peut-elle aussi être cet homme providentiel? En parlant de l'homme providentiel, M. Manjolo, vous avez dit en outre dans votre ouvrage, dans votre essai, qui doit procéder à la transformation des citoyens congolais. D'en faire ce que vous qualifiez de soldat. Soldat non pas dans le sens d'un guerrier ou de cet homme qui va au front, mais plutôt pour désigner chacun des Congolais qui travaille, qui agit, qui se comporte et qui vit de manière responsable et loyale pour rendre service à ce que vous appelez la machine Congo. Maître Manjolo, à supposer que vous soyez cet homme providentiel, quelle serait votre stratégie pour amener chacun des Congolais à être ces soldats que vous aimez tant, que vous voulez tellement voir se réaliser ou se concrétiser? C'est de plus en plus intéressant. Monsieur Simon, c'est ça, hein? Mais vous êtes un grand spécialiste du paradoxe. Vous dites des très bonnes choses, vous le mettez à l'endroit, à l'envers, vous dites la même chose que moi. Et vous dites que vous êtes en train de me contredire tout en disant exactement ce que je dis. J'ai dit non pas pour contredire, mais pour mettre de l'eau dans votre vin. Mais j'ai pas de vin, moi. J'ai pas de vin. Ce que vous avez dit était tout à fait judicieux, mais très judicieux. Vous l'avez dit avec énormément de maestria, et je suis tout à fait d'accord. Vous dites, l'homme providentiel vient du peuple. C'est le peuple lui-même. Et les choix, comment est-ce qu'on les porte? On a une difficulté sociologique aujourd'hui de compartimenter la société congolaise. Les choix de la population aujourd'hui, la jeunesse, est-ce un joueur de football? Est-ce un artiste musicien folklorique soit-il?
ou c'est un homme des lettres. Maintenant, la question se pose, comment est-ce qu'on gère ces pays? Est-ce qu'on gère ça avec le folklore? On gère ça avec le football? On gère avec la science? Il vous appartient, vous, Cogito, aujourd'hui, de dire non. Nous qui avons un peu de science, on doit orienter les autres pour comprendre comment ça fonctionne. Le monde fonctionne avec la science et s'accompagne avec le folklore. Les jeux de cirque qu'on a eus à Rome pendant très longtemps, c'est pas ce qui a fait Rome. Rome aujourd'hui, c'est Cicéron, qui fait que, c'est avec moi qui partage les droits, nous partageons Cicéron, il y a 2000 ans. Les gladiateurs, on entend parler des gladiateurs, mais ce n'est pas les gladiateurs qui ont fait Rome, c'est les jeux de cirque. On est dans la confusion sociétale aujourd'hui qui veut qu'on puisse mélanger un peu de tout. On doit compartimenter. Que ceux qui font du cirque fassent le cirque, on va les applaudir, ça va nous divertir. Mais ceux qui font la science fassent la science. Et ceux qui veulent gérer la cité,